Alors, on va passer la parole à Didier Ménard. Est-ce que Didier, tu es là? Alors je suis là, vous m'entendez, j'espère. Magnifique. Donc je vais te laisser la parole tout de suite. Alors merci, il faut juste que je calme ma présentation. Voilà. Avec, si j'ai bien compris, c'est protège le genou avec ou sans quille, patient obèse. C'est le sujet de ta présentation. Exactement. Voilà, parfait. Je vais mettre un plein écran peut-être. Vous avez bien ma présentation plein écran? Oui, monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez lancer votre diaporama avec le petit diaporama? Vous allez sur la fenêtre diaporama, lancez le diaporama à partir de la première fenêtre. Tout en haut. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Okay, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, en tant qu'ancien président de la SOFCOT, de remercier bien évidemment l'Académie nationale de chirurgie et son président, mon ami le professeur Henri Coudane, de cette invitation à une séance commune qui est maintenant bien traditionnelle et en tout cas très amicale, tout en sachant que cette séance a connu bien des vicissitudes puisqu'elle a été prévue il y a un an, reportée sauf erreur de ma part en mars, et enfin elle se tient en décembre 2020. Merci en tout cas de l'avoir maintenue. Alors, les prothèses totales de genoux de première intention connaissent d'excellents résultats qui sont, on peut le dire, constants et reproductifs, et d'autre part, le taux de survie est maintenant significatif, y compris à des reculs importants, reculs de près de 20 ans dans certaines séries avec des taux de survie de l'ordre de 80%. C'est sans doute la qualité de ces résultats et leur fiabilité qui fait que le nombre d'implantations de prothèses totales de genoux de première intention ne cesse d'augmenter, aussi bien en France que dans les pays occidentaux, et ceci à l'instar des prothèses totales de hanche, comme le rappelait tout à l'heure Sophie Putman. Par exemple, en France, eh bien, il se pose pratiquement 120 000 prothèses de genoux de première intention par an, c'est-à-dire 12 prothèses par heure. On retrouve ce nombre important d'implantations aux USA, bien sûr, en Angleterre, et surtout, on s'aperçoit qu'au fil des années, eh bien, on a une augmentation majeure. En France, sur 4 dernières années, eh bien, une augmentation pratiquement 20%. Et les prospectives, qui, comme l'a rappelé là encore Sophie tout à l'heure, montrent que ça va probablement se poursuivre dans l'avenir. Pour autant, rien n'est parfait, puisque un certain nombre d'études montrent que quand même, il y a un taux de révision de l'ordre de 2,5% au recul minimum de 5 ans, et les décèlements prothétiques représentent 20 à 25% de ces reprises. Le nombre d'implantations augmente également chez le sujet obèse, pour plusieurs raisons. D'abord, la population obèse est de plus en plus importante, et l'OMS parle même de pandémie mondiale. D'autre part, cette population présente plus d'arthrose que les patients non obèses, à la fois pour des facteurs mécaniques, mais également en raison de facteurs biologiques. D'autre part, ces patients obèses sont plus jeunes, plus actifs, de plus en plus lourds quand on regarde l'évolution des choses. Ils sont souvent plus symptomatiques par rapport au sujet non obèse qui a été mis en évidence dans certaines publications. Ce sont également des patients particulièrement exigeants. Point. Alors, il faut savoir également que ces interventions chez les patients obèses, eh bien, elles sont plus longues, elles sont plus difficiles, et elles sont sujettes à plus de complications, en particulier mécaniques, puisque certains auteurs montraient qu'il y avait 2 fois plus de révisions de plateau tibial pour décèlement chez les patients avec un indice de masse corporelle supérieur à 35. Les résultats semblent également moins bons, encore faut-il différencier les scores fonctionnels de la qualité de vie, et là les résultats peuvent être discordants. Tous ces facteurs font qu'il y a soit une certaine réticence, pour ne pas dire un refus d'intervention plus ou moins explicite de la part des chirurgiens orthopédistes qui s'abritent derrière cette recommandation un peu hypocrite: maigrissez d'abord, je vous opérerai ensuite. Alors, que faire chez ces patients obèses? Quelle solution? Diminuer le poids, on sait que c'est souvent illusoire, alors que c'est très important, puisqu'il semble y avoir comme un seuil avec un IMC de 40 qui montre qu'au-delà de 40, on a vraiment une augmentation extrêmement significative des complications. Pour autant, faire maigrir les patients n'est pas sans risque, puisque certaines études montrent qu'il y a plus de complications après cette réduction poids neurale, en particulier par des techniques chirurgicales. Et puis,
pour un poids ou un IMC identique, eh bien, on a des situations extrêmement différentes. Si vous considérez un patient de 120 kg qui fait 2 mètres avec un IMC de 30, eh bien, vous imaginez bien qu'on va mettre un plateau de plus grande taille que chez une femme de 120 kg qui fait 1,55 m avec un IMC qui correspond à 50. On a donc des contraintes extrêmement différentes pour des poids ou des indices de masse corporelle différents. Et évidemment, il faut savoir couvrir parfaitement la surface tibiale, en particulier chez les sujets obèses. Alors dans ce contexte, est-ce qu'une quille d'extension peut nous aider éventuellement à limiter ce risque de décèlement aseptique d'implant tibial? Nous avons donc mené une étude qui a cherché à montrer le bénéfice d'une quille d'extension dans les décèlements mécaniques des implants tibiaux chez les patients de masse corporelle, d'indice de masse corporelle supérieur à 30, ce qui est le début de l'obésité selon les chartes de l'OMS. Et puis, en objectif secondaire, nous avons essayé d'étudier quelle était la morbidité liée à l'implantation de cette quille. Il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique comparative, multi-opérateur, menée de septembre 2011 à août 2017 dans le service de chirurgie orthopédique traumatologique arthroscopique du CHRU de Nancy. Nous avons donc vu tous les patients avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Il s'agissait uniquement de prothèses de genoux de première intention. Nous avons exclu donc les patients évidemment décédés avec un suivi inférieur à 1 an ou ne pouvant pas être joignables, c'est-à-dire suivi au-delà d'1 an. Au total, sur la période considérée, 624 prothèses totales de genoux ont été opérées et 314 sont des patients avec un IMC supérieur à 30, c'est-à-dire que 50% de la population peut être considérée comme obèse pour une prothèse totale de genoux de première intention. Si nous retirons les décès, les pertes de vue et autres patients exclus, eh bien finalement nous avons un groupe de 148 prothèses totales de genoux sans quille, correspondant à 139 patients, et 142 prothèses totales de genoux avec quille, correspondant à 137 patients. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre ces deux groupes, ils sont relativement homogènes avec deux différences significatives, mais à la limite de la significativité. D'une part, il y a plus de prothèses postéro-stabilisées, et le poids est un peu différent. Pour autant, tous ces patients ont eu le même implant, donc il y a une homogénéité dans les implants mis en place, un plan qui offre 7 tailles d'implant tibial et fémoral, et également 2 longueurs et 2 diamètres de quilles différents. Alors, quels sont les résultats au recul minimum de 2 ans et au recul moyen de 4 ans et demi? Eh bien, si on regarde l'ensemble des complications, il n'y a pas de différence significative, sauf pour le décèlement tibial, puisque dans la population sans quille, on retrouve 8 décèlements tibiaux, alors qu'il n'y en a pas dans la population avec quille. Voici ici l'exemple d'un patient de 63 ans avec un IMC de 33. On peut dire que globalement, l'implant est bien positionné. Peut-être retrouve-t-on un petit défaut de couverture au niveau médial de l'implant. Et pour autant, si les suites ont été bonnes, eh bien, à 1 an, les suites sont défavorables avec une douleur mécanique et donc manifestement un décèlement mécanique qui a justifié d'une reprise dont les résultats évidemment sont satisfaisants, mais au terme d'une reprise. Alors si on analyse de façon un petit peu plus fine les 8 patients qui ont bénéficié qui ont eu un décèlement et d'une reprise, on s'aperçoit que finalement, il n'y a que 2 patients qui sont au-delà de plus ou moins 3 degrés par rapport à l'axe mécanique. Or, ces déviations ne sont-elles pas très importantes? L'une d'entre elles correspond de plus à une patiente qui a un morphotype anginovarus bilatéral qui a été quand même compensé, mais qui a donné lieu secondairement à ce décèlement. Plus intéressant peut-être, on s'aperçoit que dans 6 cas sur 8, eh bien, ça correspond, cette complication mécanique, à des implants de petite taille, taille 1, taille 2, par rapport à une gamme de 7 tailles possibles. Et je pense que ceci n'est pas hasard. Enfin, si on regarde la couverture, aussi bien antéro-postérieure que médio-latérale de ces implants, on s'aperçoit que peut-être pour 3 d'entre eux, eh bien, on a peut-être un défaut de couverture, c'est exprimé ici en pourcentage, en médio-latéral, mais lorsqu'on compare à la population pour laquelle il n'y a pas eu de décèlement, il n'y a pas de différence significative. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'une quille d'extension? Incontestablement, cette quille modifie la répartition des contraintes en augmentant la rigidité de la structure par rapport à l'élasticité de l'os.
Il y a des avantages. Cette quille augmente la résistance à la flexion, elle diminue les mouvements et les forces de cisaillement à l'interface implant ciment-os et donc diminue les risques de décèlement, et elle augmente la résistance à l'enfoncement, évidemment, ce qui a un intérêt important dans les surcharges. Les inconvénients sont les suivants: diminution des contraintes proximales avec report de charge diaphysaire, ce qui peut être à l'origine d'un stress shielding. D'autre part, il y a une augmentation des contraintes distales, ce qui peut générer des douleurs distales, ce que nous n'avons pas rencontré dans notre série. Enfin, cette quille augmente les forces de cisaillement le long de la tige. Encore faut-il tenir compte de la qualité osseuse, de la cimentation ou non, de la longueur de la tige, de la couverture de la surface tibiale et même d'ailleurs du matériau utilisé. Si bien que l'utilisation d'une quille ou non peut varier dans les prothèses de première intention ou prothèses de reprise, puisqu'en première intention on préfère une contrainte proximale, évidemment une stabilité, et souvent dans les prothèses de reprise on souhaite plutôt un appui distal. Que nous apprend la littérature? Bien curieusement, il y a peu d'études consacrées à l'utilisation d'une quille, en particulier chez le sujet obèse. Ici, nous ne sommes pas dans une population obèse, mais je souhaitais rappeler ce travail d'une équipe française, publié il y a 2 ans maintenant, tout à fait récemment. Ils ont colligé 98 prothèses totales de genoux appareillées en 2 groupes. Un groupe a une tige standard non cimentée, l'autre a une tige longue, un recul significatif de 8 ans. Et bien, lorsqu'ils utilisent une tige standard, on a un taux de survie de 95,6%. Lorsqu'ils utilisent une tige longue, eh bien, le taux de survie au recul considéré est de 100%, concernant bien sûr l'implant tibial. Pour les tiges standards, on a 3 déposes-reposes bipolaires, 2 déposes-reposes d'implant tibial, et pour les tiges longues, on a une dépose-repose bipolaire, pas de reprise seule pour l'implant tibial et une dépose-repose de l'implant fémoral. Nos collègues marseillais, menés par Sébastien Parat, ont effectué une étude prospective randomisée, comparant donc chez des patients de plus de 30 kg, plus de 30 d'IMC, 2 groupes. Un groupe ayant une obésité modérée, c'est-à-dire avec un IMC de 30 à 35, avec ou sans quille, et un groupe avec une obésité plus sévère, supérieure à 35, là aussi avec ou sans quille. Eh bien, il ne montre pas véritablement de différence entre les patients bénéficiant d'une prothèse totale de genou avec ou sans quille, aussi bien pour les complications que pour les reprises. Donc pour eux, il n'y a pas d'argument pour une quille d'extension. Cependant, cette étude a une faible taille, 2 fois 30 patients seulement par groupe. Le recul est relativement limité à 2 ans. Et puis, on peut discuter la comparaison de surpoids et d'obésité plus sévère. Autre publication de littérature, celle de Steele en 2018, qui là compare 2 groupes de patients ayant un IMC supérieur à 35. D'une part, un groupe de 64 patients avec un implant, une quille d'extension tibiale relativement courte, et puis un groupe sans quille d'extension. Et bien là encore, la conclusion de cette étude, c'est qu'il n'y a pas plus de décèlement dans un groupe par rapport à l'autre, il n'y a pas de complications, véritablement, de différence dans les complications entre les 2 groupes. On peut dire que cette série est quand même relativement limitée, le recul est court, et surtout la tige est relativement courte. Quelle conclusion finalement de tirer de l'étude que nous avons menée concernant l'application clinique chez le patient obèse? Une quille d'extension est-elle utile, voire nécessaire ou indispensable? Il nous semble quand même que cette étude est importante, car pour nous, elle peut mener à une modification des pratiques professionnelles. D'abord, il faut rappeler qu'évidemment, l'appui cortical périphérique est absolument indispensable, d'autant plus que le patient est en surcharge pondérale ou est obèse. Et d'autre part, il nous paraît quand même que chez les patients qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 30, il n'est pas utile forcément d'utiliser une quille d'extension, sauf si ce patient est à la limite de 30 et que, évidemment, dans les années qui viennent, on peut penser qu'il va franchir ce seuil fatidique des 30 d'indice de masse corporelle. Mais en revanche, si un patient a un indice de masse corporelle supérieur à 30,
Surtout si on met en place un petit plateau, il me paraît indispensable, en tout cas c'est la pratique du service maintenant, de mettre en place une quille d'extension. Alors quelle longueur? Eh bien de façon un peu élusive, je dirais longueur intermédiaire, dans la mesure où il n'y a pas véritablement d'études comparant des quilles d'extension de différentes longueurs. Mais je note quand même que la dernière étude à laquelle je faisais allusion, l'étude de Stier, eh bien il y avait des quilles vraiment de petite longueur et il n'y a pas eu de différence entre les deux groupes. Faut-il cimenter au laquis? Actuellement, nous ne la cimentons pas, mais certaines études sont très interrogatives sur l'intérêt ou non de la cimentation des quilles d'extension dans les prothèses totales de genoux. Je vous remercie de votre attention. Merci Didier pour cette communication très claire. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'aurais une question Didier. Est-ce que techniquement mettre un implant tibial avec une quille un peu plus longue pose des problèmes techniques différents de la petite quille? Parce que moi je suis un peu néophyte bien sûr dans le genou, mais quand je vois tes résultats d'avec quille, t'as pratiquement pas de décèlement. Alors pourquoi pas généraliser? Quels sont les inconvénients de mettre une quille chez des gens, comme tu l'as dit très bien d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on va devenir dans 20 ans, on va peut-être être obèses tous dans 20 ans. Donc dis-nous un peu les complications ou les difficultés techniques qui font que tu généralises pas cet implant à tige longue. Alors, première réponse à ta question, non, il n'y a pas de difficulté technique particulière à mettre une quille d'extension chez les patients donc obèses. Alors pourquoi ne pas généraliser? Parce que quand on regarde la littérature, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des avantages potentiels, j'ai défendu l'un de ces avantages, mais il y a aussi des inconvénients potentiels, et certains craignent en particulier que ça ne génère des douleurs à l'extrémité de la quille, ce que nous n'avons pas constaté. Donc effectivement, l'idée de mettre une quille d'extension systématiquement, en tout cas de façon plus fréquente, est certainement une réflexion qu'on a actuellement dans le service dès qu'il y a un facteur de risque potentiel. Je dirais en particulier un os d'une certaine fragilité, qu'elle soit liée à une maladie générale ou à des facteurs comportementaux, je pense en particulier bien sûr chez les patients éthylotabagiques. En ce qui concerne la reprise d'appui, etc., les suites opératoires sont identiques, que tu mettes une petite... Absolument. D'accord. Henri va poser une question. Merci Didier de cette excellente communication qui est, comme à l'accoutumée, parfaite sur le plan scientifique et qui apporte des solutions et des réponses à des questions. Alors ma question était la suivante. Ça va te paraître un tout petit peu curieux, mais la longueur de la tige d'extension, finalement, n'a pas beaucoup d'importance, si j'ai bien compris, puisque la dernière publication scientifique expliquait que finalement les très longues ou les moyennement longues, ça donnait à peu près les mêmes bons résultats. Alors est-ce que ça rejoint un peu la question de Philippe Valenti, finalement pour faire courir le moins de risques à partir du moment où l'IMC est par exemple supérieur à 30, pourquoi ne pas généraliser avec une tige d'extension de moyenne longueur, si je puis dire? J'ai une rupture de faisceau. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, très bien. Oui, tu m'interrogeais donc sur la longueur de la quille. Je crois qu'on ne peut pas dire actuellement que la longueur de la quille est indifférente, si je puis dire. On n'a pas étudié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, en utilisant une quille de petite longueur, de moyenne longueur ou de grande longueur, il y a une différence dans un décèlement aseptique d'un implant tibial dans le temps. Ça n'a pas été étudié. Alors on peut éventuellement faire des comparaisons d'une étude à l'autre, mais d'abord elles sont peu nombreuses, je parle bien chez l'obèse en l'occurrence, et la seule étude finalement qui fait une comparaison, c'est l'étude que je citais, la dernière étude que je citais en 2018 de Stier, utilise des quilles d'extension extrêmement courtes de 3 cm. Il ne trouve pas de différence, mais peut-être en aurait-il constaté une s'il avait utilisé une quille plus longue. Et là, évidemment, c'est une supposition et je ne peux pas aller plus loin dans le commentaire. Donc on ne peut pas dire que, peu importe la longueur, ce facteur n'a pas été étudié en tant que tel. En tous les cas, merci pour la clarté de ta réponse. Alors,
Pour la communication précédente, j'avais demandé à Sophie d'embrasser Henri. Je t'embrasse pas, mais tu transmettras bien sûr toutes mes amicales pensées à toute ton équipe qui était aussi, comme tu le savais, la nôtre et la mienne il y a encore de cela quelques temps. Merci Didier. Henri, Merci, Henri. une question. Vous avez encore une question ou pas? Est-ce que je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui. Tiens, viens. Ah, c'est sur Zoom. Oui, oui. Vas-y Philippe, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour Didier, merci, je vous suis depuis tout à l'heure. Éternelle question, la recherche de la couverture la plus périphérique possible, mais avec un risque de débord et donc de douleur. Et dans le dossier que tu as montré là, tout à l'heure, on voit que tu avais un petit défaut de couverture et que ta prothèse s'est décellée. Est-ce que là, quand on est devant le choix de plutôt favoriser un débordement pour avoir un bon appui périphérique au risque d'avoir des douleurs de frottement, ou dans ce cas-là, justement, privilégier, si on n'a pas une couverture suffisante, une tige un peu plus longue? C'est ce que je fais, moi. Moi, je suis obsédé. J'ai toujours très peur d'avoir des débords. Et quand j'ai un risque de débord, je mets une prothèse un peu plus petite avec une tige plus longue. Oui. Évidemment, le dossier que j'ai montré avec ce défaut de couverture en médial, je l'ai montré de façon tout à fait volontaire, parce que je pense vraiment que si ce patient avait eu une quille, on n'aurait pas eu, nonobstant évidemment ce léger défaut de couverture en médial, n'aurait probablement pas eu de décèlement. Évidemment, c'est une extrapolation de ma part, mais j'en suis intimement persuadé. Alors effectivement, il ne faut pas aller au-delà de la corticale, parce que vraiment le risque c'est vraiment d'avoir une douleur localisée, donc voilà, la limite... Vous voulez la voir là? Pas facile. À juger sur place, si je puis dire, sur pièce, et moi je n'irai pas mettre une prothèse qui déborde de la corticale. Donc tu privilégierais dans ce cas une quille longue. Exactement. Voilà, d'accord. On est d'accord. Oui, moi, Henri Migaud pose une question pour toi, Didier. Poids et problème d'axe, point d'interrogation. Et la deuxième question, c'est qualité osseuse, car le sujet obèse est souvent dénutri. Voilà les deux questions d'Henri Migaud. Si tu peux essayer de répondre, Didier. Alors, évidemment, ces facteurs, nous ne les avons pas étudiés en tant que tels. Alors, justement, si on part du principe que l'obèse est dénutri, ou en tout cas, c'est pas vraiment dénutri, mais enfin, on peut avoir effectivement une qualité osseuse déficiente, c'est une raison supplémentaire, justement, pour mettre une quille. C'est bon. Très bien. Bon, Didier, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Là. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. On va passer à la communication suivante.